Donc, nous voici rendus à la troisième partie de cette première leçon sur la stoichiométrie. Alors, on a déjà regardé comment trouver les quantités des produits à partir des réactifs et vice-versa. On a déjà parlé des réactifs limitants et des réactifs en excès, comment les trouver, les identifier et comment trouver la quantité du réactif en excès qui reste. Dans cette leçon, on va parler du pourcentage. Alors, pour comprendre le pourcentage de rendement, on a premièrement besoin de distinguer entre le rendement théorique et le rendement réel. Donc, on utilise les quantités et les rapports stoichiométriques pour prédire la quantité attendue des produits à partir des quantités données des réactifs dans une réaction chimique. Évidemment, en prenant en considération le réactif limitant. Donc, les quantités calculées sont des quantités attendues ou des quantités prévues. Cette quantité s'appelle le rendement théorique. Il faut comprendre que dans notre contexte, le mot rendement signifie la quantité de produit. Je répète, le mot rendement dans notre contexte signifie la quantité de produit. Donc, le rendement théorique, c'est la quantité de produit qui est attendue. Et le rendement réel, c'est la quantité de produit qui résulte suite à une expérience en laboratoire. Donc, la vérité, c'est qu'il y a toujours plusieurs facteurs qui influencent les rendements des réactions et que la quantité de produits obtenus expérimentalement n'est pas toujours équivalente à la quantité prévue. Ça s'appelle le rendement théorique. Généralement, elle est inférieure au rendement théorique. Par contre, elle peut être supérieure s'il y a des réactions non désirées qui ont lieu et qui contaminent notre produit. Alors, la quantité obtenue n'est pas toujours égale à la quantité prévue en grammes. Pourquoi? Prenez une pause, s'il vous plaît, sortez une feuille et écrivez pourquoi vous pensez que les pourcentages de rendement. Alors, pourquoi est-ce que c'est le cas? Je vais vous demander de, s'il vous plaît, prendre une petite pause, de sortir une feuille et d'écrire pourquoi vous pensez que le pourcentage de rendement réel n'est pas toujours égal au pourcentage de rendement théorique. Si vous avez pris votre pause, bienvenue. Alors, la première source d'erreur, c'est les erreurs humaines. Donc, ça peut être des choses comme les mesures imprécises, le matériel qui n'est pas propre, des contaminations, quand on transfère nos substances d'un contenant à un autre, on ne les transfère pas complètement, il y a toujours des impuretés qui restent. La nature et la pureté des réactifs jouent aussi un grand rôle. Donc, la présence d'impuretés peut définitivement nous faire rendre un pourcentage de rendement inférieur au pourcentage attendu. La surface de contact de la réaction, le plus que la surface de contact est grande, le plus que les composés vont entrer en collision et ça va mener à une réaction plus forte puis un pourcentage plus élevé. Alors, ça, c'est juste 3 parmi plusieurs facteurs qui peuvent influencer le pourcentage de rendement. Le pourcentage de rendement est calculé de cette façon. C'est la quantité obtenue en laboratoire divisé par la quantité à 100%. Donc, dans notre cas, c'est le rendement réel divisé par le rendement théorique fois 100%. Le rendement est toujours donné en grammes. Alors, faisons un petit exemple ensemble. Si on fait réagir 20 grammes d'acide bromique HBRO3 avec un excès de HB1 pour produire de l'eau et du BR2. C'est quoi le pourcentage de rendement si 47,3 grammes de BR2 sont produits en... Alors, il faut commencer en écrivant une équation balancée de la réaction qui a lieu. Donc, voici, on a 1 mol de HBRO3 qui doit réagir avec 5 mol de HBr qui va donner 3 mol de H2O et 3 mol de BR2. Dans le problème, ils nous disent que le HBr est le réactif en excès. Alors, ceci nous facilite les choses. On sait maintenant que le HBRO3 est le réactif limitant et qu'on doit utiliser sa masse, son nombre de moles à lui, afin de trouver notre rendement théorique.
Alors, c'est quoi les 3 étapes dans un problème de stoichiométrie typique? Étape 1, je dois changer les masses en mol. Alors, je divise la masse fournie par la masse molaire. On obtient un nombre de mol qui est égal à 0,155. Deuxième étape, je fais le rapport avec le produit désiré, dans ce cas, c'est le BR2. Alors, j'ai un rapport de 1 pour 3. J'utilise ma règle de 3 pour trouver le nombre de mol de BR2, soit N est égal à 0,465 mol. Troisième étape, je convertis encore le nombre de mol en masse. Alors, j'utilise la masse molaire du BR2. Je multiplie le nombre de mol par la masse molaire afin d'obtenir la masse de BR2. Ça, la masse qu'on vient de trouver, c'est le rendement théorique. Maintenant, le problème. Alors, maintenant que je connais le rendement théorique, soit 74,3 grammes, et ils nous fournissent dans le problème la masse qui a été produite en lab, ça c'est le rendement réel, soit 47,3 grammes. Le pourcentage de rendement, c'est le rendement réel sur le rendement théorique fois 100%. Alors, 47,3 divisé par 14,3 fois 100% nous donne un pourcentage de rendement de 63,66%. Ça, c'est un rendement assez faible, mais selon le type de réaction et les différentes conditions de réaction, le pourcentage de rendement peut varier. Évidemment, on veut toujours augmenter notre pourcentage de rendement. Alors, voici un deuxième exemple. Dans cet exemple, la question nous demande que sera la masse de H2O produite en laboratoire si le pourcentage de rendement est égal à 80%. Alors, dans cet exemple-là, ils nous fournissent déjà le pourcentage de rendement et ils cherchent la masse de l'eau qui sera produite en lab. On appelle ça le rendement réel. Alors, le problème nous fournisse la masse d'un des réactifs. On va assumer que c'est le réactif limitant, puis c'est censé donner à lui qu'on va utiliser. Donc, la première étape, c'est de changer les masses en mol. Donc, je divise par la masse molaire du dioxyde de carbone, mon 10 grammes, et ça me donne 0,227 mol. Deuxième étape, je fais le rapport stoichiométrique. Alors, comme on peut voir, entre le CO2 et le H2O, il y a un rapport de 1 pour 1. Ce serait le même nombre de moles produits. Troisième étape, je convertis ce nombre de moles en masse en multipliant par la masse molaire. Alors, ceci me donne une masse de 0. Il faut trouver le rendement réel. Ce que je viens de trouver est le rendement théorique. Ils nous disent que le pourcentage de rendement est égal à 80%, donc le pourcentage de rendement est égal à un rendement réel sur rendement théorique fois 100. Je mets toutes les données que je connais. J'isole pour le rendement réel. Alors, c'est juste une question de maths. Je multiplie le 80 par le 4,09 et je divise par 100 pour me donner une masse de 3,27 grammes. Alors, je vous invite à essayer un autre problème. Je voulais aussi parler un peu du pourcentage de pureté. Donc, dans certains problèmes, ils vont nous donner impur d'un certain échantillon et notre tâche sera de trouver le pourcentage de pureté qui est très différent du pourcentage de rendement. La façon qu'on va apprendre ceci, c'est à travers un problème. Alors, regardons. À une température supérieure à 300 degrés, l'oxyde d'argent se décompose en argent métallique et en oxygène gazeux. Un échantillon de 2,95 g d'oxyde d'argent impur donne 0,183 g d'oxygène. Si l'oxyde d'argent est la seule source d'oxygène, que sera le pourcentage de pureté de l'échantillon? Alors, il faut faire attention ici. Oui, il nous donne la masse de notre réactif, mais il nous indique que ça, c'est la masse impure. Alors, cette masse-là ne sera pas utile pour nous afin de trouver les données dans notre problème de stoichiométrie. Elle sera par contre utile au pourcentage de pureté. Alors, on résout le problème ensemble. Alors, voici les données qui sont fournies par le problème. On a la masse de l'échantillon impur qui est 2,95 grammes. Et dans le problème, ils nous disent qu'une masse de 0,183 grammes d'oxygène a été produite. On a besoin de trouver c'est quoi le pourcentage de pureté.
Dans cet exemple, étant donné qu'il nous donne la masse du produit, on a besoin de travailler à l'envers. Donc, on va quand même faire notre protocole ou algorithme U, donc masse, mol, rapport, masse. Mais cette fois, on va commencer du côté des produits. Alors, si je connais la masse de l'oxygène, on va résoudre le problème ensemble, 0,180 grammes. Je connais la masse molaire de l'oxygène, 32 grammes par mol. Je change tout de suite la masse en mol. Petit m sur grand M. 5,72 fois 10 à la moins 3 mol d'oxygène. Maintenant, on n'a pas encore balancé notre équation. Alors, si j'ai Ag2O qui doit donner du Ag plus O2, est-ce que mon équation est balancée? On remarque que non. J'ai 2 oxygènes ici, mais seulement un dans le côté des réactifs. Il faut alors ajouter un 2 là. Ceci fait que je dois avoir 4 Ag pour balancer. Alors, si j'ai 5,72 fois 10 à la moins 3 mol d'oxygène et un rapport de 1 pour 2, le nombre de moles de Ag2O qui sera produit sera cette valeur fois 2, 0,0114 moles. Alors, avec le nombre de moles de mon réactif et sa masse molaire, je peux changer en masse, petit m est égal à petit n fois la masse molaire, 0,0114 mol, fois la masse molaire du Ag2O est égale à 107,87 fois 2 plus 16 qui est égal à 231,74 grammes par mol. Ceci me donne une masse de 2,64. Alors, si je connais la masse de Ag2O qui a réagi afin de produire cette masse donnée d'oxygène, je peux facilement trouver c'est quoi le pourcentage de pureté. Ceci veut dire que dans mon composé original, le pourcentage de pureté va être égal à la masse du composé divisé par la masse de l'échantillon impur fois 100%, donc 2,64 grammes sur la masse de l'échantillon impur était donnée, c'était 2,95, donc divisé par 2,95 grammes fois 100%. Ceci me donne un pourcentage de pureté de 89,6%. Voilà. Sur ce, je vous demande de, s'il vous plaît, faire plein de problèmes et ayez une bonne pratique.